Monsieur le Président, ce n'est pas encore mon temps de parole. J'ai été nommément cité. Je voudrais réagir par rapport au fait que j'ai été cité. Ce n'est pas encore mon temps de parole. Je voudrais d'abord... Monsieur le Président, il y a quelqu'un ici qui a traité un pays de délinquant. Vous pensez qu'on est aveugle ou sourd? Il n'a pas sautillé. Il n'a pas sautillé. Vous n'avez pas sautillé. Vous n'avez pas rappelé à l'ordre. Mais je voudrais que vous soyez plus précis avant mon temps de parole. Qui appelez-vous à l'ordre? Parce que vous n'avez pas été précis. Vous avez cité l'article 70. En disant, quand un député crée des troubles, moi je suis gentiment assis ici, on prononce mon nom, je suis silencieux, je ne bouge pas, je ne réponds pas, je ne coupe personne. Monsieur le Président, avant que j'utilise mes 5 minutes de temps de parole, pouvez-vous dire à la plénière lequel des députés ou lesquels des députés avez-vous rappelé à l'ordre conformément à l'article 70 et pour quelle raison? Et pour quelle raison? En réalité, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Mon collègue... let me answer you. No. Sorry. Please. No, take your seat. Take your seat. So, if I well understand, Monsieur le Président, vous n'avez pour l'instant rappelé à l'ordre aucun député. Vous avez rappelé à la plénière l'article 70. Vous avez rappelé à tous les députés que vous pouvez user de l'article 70 s'il y a des troubles. C'est bien ça? Eh bien, Monsieur le Président, je vais vous rassurer. Je ne couperai personne. Je ne couperai personne quand il parlera. Je ne me lèverai pas quand quelqu'un parlera. Je ne sautillerai pas. Je ne traiterai aucun État de délinquant. D'accord? Je ne troublerai pas. Quand mes collègues prendront la parole, vous entendrez les mouches voler. D'accord? Je vous rassure, vous, ainsi que toute la plénière, que je ne perturberai pas. Mais je dirai ce que je pense. Je n'insulterai personne, mais je dirai ce que je pense. Si le mot délinquant n'a fait sauter personne ici, je ne vois pas pourquoi est-ce que un mot de ma part devrait faire sauter quelqu'un. Si un mot de ma part fait sauter quelqu'un, ça signifie tout simplement une chose. Il y a un 2 poids 2 mesures inacceptable. Ici. Maintenant, je peux commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reprends. Les chefs d'État de la CEDEAO, face au forfait commis par le président de la Guinée-Bissau, consistant à violer la constitution de Guinée-Bissau, qui dit que l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau ne peut pas être dissoute avant 12 mois. Le président de Guinée-Bissau a dissous l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau après 6 mois. Je dis, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État parlementaire qu'a commis le président Embalo. Et je ne traite pas Embalo de délinquant. Je ne traite pas la Guinée-Bissau de délinquant. Donc pourquoi est-ce que on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave et tout le monde est tranquille? Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Vous allez devoir me souffrir, moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre, vous valets de l'impérialisme, et ils se connaissent ici. Et quand ils prendront la parole, je les écouterai gentiment, calmement. Je dis, si les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas dit la vérité au président Embalo, ils devaient lui dire, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. La dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau n'est pas normale. C'est ça que les chefs d'État de la CEDEAO auraient dû lui dire et lui demander quelle est la date de l'élection, des élections législatives, quelle est la date de l'élection présidentielle. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec
leurs collègues du syndicat des chefs d'État, nous, Parlement de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire, représentant les peuples? Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Pas parce que nous sommes un Parlement et que nous sommes forcément avec tous les parlements, même les parlements qui ont tort. Non! Quand un Parlement national a tort, il faut lui dire « tu as tort ». Si le Parlement de Guinée-Bissau avait tort, nous aurions dû dire au Parlement de Guinée-Bissau « vous avez tort ». Mais les droits du peuple guinéen, bissau-guinéen, sont violés à travers la dissolution du Parlement de la Guinée-Bissau. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui font des coups d'État militaires qui dissolvent le Parlement. Il y a eu une tentative, dit-on, de coup d'État militaire en Guinée-Bissau. Donc ça n'a pas réussi. Et Embalo dissout immédiatement le Parlement. La question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une parodie ou un simulacre de coup d'État qui a été organisé pour avoir un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau? Il faut se poser cette question. Il n'y a pas eu de coup d'État, il dissout. Alors que, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, où il y a coup d'État, il y a une assemblée. Au Burkina, il y a une assemblée. Au Niger, il y a une assemblée. D'accord? Bah oui, vous le direz après. C'est ça la politesse et la courtoisie. Je vous souffre. Quand vous parlez, je vous souffre. Je vous souffre. Vous allez devoir souffrir. C'est ça l'élégance républicaine. Donc, je voudrais ajouter par rapport à la Guinée-Bissau. Je suis coupé, je suis désolé. Je suis coupé et vous n'êtes pas en train de le rappeler à l'ordre. C'est pas de ma faute. Je voudrais rester figé sur ce que je dis. Mais je comprends cette tactique, mais ça ne sert à rien. Nino Vieira a été assassiné en Guinée-Bissau, ancien président de Guinée-Bissau. La Cour de justice de Guinée-Bissau a été saisie. L'État de Guinée a refusé. Des Guinéens sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a dit l'État de Guinée a violé les droits de Nino Vieira et a condamné l'État de Guinée-Bissau à payer 10 millions à sa veuve, 10 millions à chacun de ses fils, de ses enfants. L'État de Guinée-Bissau dit je refuse depuis 2018. Mais ça, c'est pas un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Nous, Parlement de la CEDEAO, on va regarder les États membres violer la Cour de justice de la CEDEAO sans rien dire. Mais ça veut dire que le président de la Guinée-Bissau n'a aucun respect pour la Cour de justice de la CEDEAO. C'est normal, il ne respecte pas sa constitution. Monsieur le Président, je vais terminer. Je termine. Mais permettez-moi s'il vous plaît que je termine. Au Bénin, si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du code électoral, pour imposer un parti unique, va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales, lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentant à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase, ne doit pas se résumer à ceci. Tu as fait des... Thank you so much. You've exhausted your time. Merci beaucoup, Nous regardons la confrontation intense entre les représentants des différents pays de la CEDEAO et les dirigeants de la CEDEAO. Écoutons pour comprendre les véritables aspirations des pays membres de la CEDEAO. Et ma première question est celle-ci. Dans un des rapports, il est mentionné qu'il y a 16 939 428, je crois, millions de dollars, que des donateurs
ont donné à la CEDEAO pour des infrastructures routières. Ma question est, qui sont ces donateurs? Mon deuxième propos est celui-ci. Peut-être que nous, CEDEAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. Certains se posent la question, pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CEDEAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTN, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Mais parce que nous n'osons pas faire ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont créé les États-Unis d'Afrique. Mais chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Parce que nous regardons le monde avec les yeux de nos donateurs. Et quand on lit ces rapports, on a l'impression de lire les rapports du FMI et de la Banque mondiale, les rapports de nos donateurs qui nous parlent de taux de croissance, de déficit, de machin, de trucs. Au lieu de regarder le monde et l'Afrique avec nos yeux d'Africains de l'Ouest. Et c'est quoi regarder nos taux de croissance, taux de croissance? Une croissance extravertie qui est mangée en dehors de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous annonce que nous avons 49 millions de citoyens qui vont être menacés de soudure. Ils n'auront pas à manger. 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Ce n'est pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Si c'était nos enfants, on n'allait pas accepter 3 minutes de temps de parole. C'est parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont menacés de malnutrition aiguë que nous acceptons 3 minutes. Et c'est ça qu'il faut changer. Thomas Sankara disait, si le Burkina Faso refuse seul de payer la dette, à la prochaine conférence de l'OUA, je ne serai pas là. Mais si cette CEDEAO-là ne change pas fondamentalement, à la 7e législature, il n'y aura plus de parlement de la CEDEAO. Il y a des ruptures à opérer. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire, c'est la CEDEAO, quel pourcentage de sa population arrive-t-elle à nourrir? Et quel est l'autre pourcentage qui vient de l'extérieur de la CEDEAO? Et d'ici les 5 ans, comment on fait pour régler ça? D'ici les 10 ans, comment on fait pour régler ça? Au Sénégal, on importe pour 200 à 300 milliards de francs CFA de blé par an. Combien au Mali? Combien au Togo? Combien en Gambie? Combien en Guinée et au Cap-Vert? On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent vient de la France, vient des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. Or, la CEDEAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle et crie. Et nous, nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. Si nous continuons à rester sourds, il n'y aura pas de 7e législature. Cette 6e législature risque d'être la dernière, je ne le souhaite pas, de la CEDEAO. Il faut changer ces rapports. Il y a des rapports qui sont coupés, on ne voit pas la fin des phrases, on ne voit pas la partie droite. Il faut les changer, il faut les recommencer et les redistribuer à ces distingués parlementaires. Monsieur le Président, dans mon pays, et je crois que c'est la même chose dans vos pays, aucun directeur n'ose venir à l'Assemblée nationale pour parler avec les députés. Dans mon pays, si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Pourquoi est-ce que nous avons 3 directeurs, 0 commissaire aujourd'hui? Je suis sûr qu'ils sont intelligents, je suis sûr qu'ils sont compétents.
Je ne remets pas en cause leurs compétences. Mais au nom de quoi les commissaires ne viennent pas pour s'adresser à nous et nous recevons des directeurs? Dans mon pays, ça n'existe pas. Le ministre vient par la force pour respecter la représentation nationale. Nous représentons les peuples de la CEDEAO. S'ils n'ont pas notre temps, ils auront le temps de qui? Ce n'est pas Guy Marius qui est là, c'est le peuple sénégalais qui est là. Ce n'est pas Koné qui est là, c'est le peuple ivoirien qui est là. Ce n'est pas Chérif qui est là, c'est le peuple gambien qui est là. Ce n'est pas Condé, ce n'est pas Fanta Conté qui est là, c'est le peuple guinéen qui est là. S'ils n'ont pas le temps du peuple guinéen, ils auront le temps de qui et de quoi? Il faut des ruptures. Il faut changer cela. Je vous remercie. Nous soyons plus efficaces. Je pense que les différents départements de la commission de la CEDEAO, quand ils se présentent devant le Parlement, nous souhaiterions que vos présentations suivent un certain canevas plus ou moins comparable et uniforme pour nous faciliter le suivi et nos prises de décision. Je souhaiterais à chaque fois qu'il y ait un rappel des dispositions du traité révisé et des protocoles additionnels relatifs à chaque département. Je souhaiterais que les stratégies sectorielles et programmes en cours de vos départements approuvés au niveau du Parlement soient présentés avec le niveau de mise en œuvre. Je souhaiterais également que les niveaux de réalisation par rapport au point d'achèvement dans le processus de réalisation de notre intégration nous soient également présentés. Je souhaiterais également à chaque fois que les obstacles structurels et conjoncturels sur la voie de notre marche d'aller du communautaire vers l'intégration soient également bien clarifiés de manière sérieuse. Et que les aspects qui méritent une action du Parlement soient précisés pour nous permettre d'être efficaces dans nos interventions, nos prises de décision pour permettre donc d'avancer dans la voie de la réalisation de notre intégration communautaire. C'est une recommandation forte que je voudrais vous faire pour que vous en teniez compte. Cela étant, je voudrais dire, en écoutant la présentation du département des affaires économiques et de l'agriculture, certaines préoccupations considérées comme des défis qui paraissent à cette étape quelque peu préoccupants et ridicules. Vous avez parlé de l'existence de barrières non tarifaires à la libre circulation des personnes et des biens. Je voudrais insister d'abord sur ce point. Deux pays constituent pour nous des ventres mous de la réalisation de cet objectif. Il s'agit de la République fédérale du Nigeria où nous sommes aujourd'hui et de la République du Ghana. Si nous ne nous disons pas la vérité, c'est que nous ne voulons pas que nous avancions dans la réalisation de notre intégration. Monsieur le Président, quand vous prenez la route Badagry-Sémé sur le territoire nigérian, sur environ 30-40 km, vous avez plus de 60 barrages de contrôle routier. Je dis bien 60, je l'ai fait, j'ai compté par moi-même. Monsieur le Président, si le président Ahmed Bola Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au terme de son mandat, de son deuxième mandat, n'aura pas réussi à démanteler ces différents barrages, ces différentes barrières non tarifaires sur la libre circulation des personnes et des biens, je dirais que nous aurons échoué. Et je pense qu'il faudrait transmettre notre message. 35 députés nigériens sur 115 que nous comptons ici, nous vous mandatons pour que vous fassiez ce que vous avez à faire avec votre président, le président Ahmed Tinubu, pour que nous puissions avoir le bon exemple. Je mandate également les collègues ghanéens à la matière. Quand vous allez aux frontières avec le Ghana, que cela soit la frontière Togo-Ghana, Côte d'Ivoire-Ghana, les tracasseries policières et consorts sont si énormes qu'on se demande si nous sommes dans la même communauté économique et régionale.
Je vais terminer avec le point sur l'économie numérique. Je suis heureux d'avoir écouté tout ce qui est prévu et tout ce qui se mène actuellement. Merci, Monsieur le Président. Je dis ce point-là, je m'en arrête là. La CEDEAO, en tant qu'organisation communautaire, est victime d'une vaste attaque informationnelle sur la cyber, comment l'appelle-t-on, disons sur le cyberespace. Je me demande à quoi sert notre communauté ou cette division ou ce département dans la lutte contre les informations, l'intoxication qu'il y a contre la CEDEAO et qui contribue à délégitimer, j'allais dire, notre organisation au sein des élites intellectuelles et des masses populaires. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie de contre-intoxication? Comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous remercions les présentateurs de la Commission sur ces différentes questions qu'ils ont brillamment exposées devant notre Assemblée. Alors moi, je vais commencer par le secteur de l'agriculture. Il est dit quelque part qu'il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais dans les perspectives, j'ai remarqué que vous n'avez pas fait mention des pistes de solutions qu'il faille avoir pour que ces conflits soient arrêtés ou soient estompés, parce que parfois, ces conflits dépassent même nos frontières. Quand je prends par exemple le cas de la Guinée, souvent nous avons des soucis avec les Maliens et d'autres éleveurs qui sont autour de nos frontières. Et au niveau des transports, vous avez parlé de l'état des routes qui devrait faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, bien entendu. Mais dans ce rapport, il n'a été fait mention des tracasseries douanières et policières dont parlait mon collègue honorable ministre du Bénin. Et je pense que ces tracasseries douanières et policières que rencontrent les populations de notre communauté sont des pratiques qui freinent vraiment l'objectif qui sert à dire que nous devons œuvrer en sorte qu'il y ait une intégration au niveau de notre communauté. Donc je pense que c'est un frein que cela amène et nous pensons que la Commission devrait s'y pencher pour que justement ces tracasseries douanières et policières puissent cesser au niveau de notre communauté. Parlant des postes et télécommunications et du numérique, j'ai remarqué qu'on s'accentue beaucoup plus aujourd'hui sur l'éthique. Mais il faut reconnaître également qu'il y a la problématique des télécommunications, des postes de télécommunications qui n'est pas assez développée, surtout dans notre pays ou dans notre région, dans notre espace. La dernière fois, il y a quelqu'un qui avait pris l'exemple sur les États-Unis qui disait que quand on prend une SIM à New York, par exemple, on peut voyager partout avec la même SIM sans problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière entre les numéros et dans les différents États. Donc, mais ce jour-là, c'était devant le président de la Commission, je pense, mais sa question n'avait pas été bien comprise ni bien répondue parce qu'il avait été dit qu'il y a le roaming. Alors que nous savons tous que quand on parle de roaming, c'est qu'il y a encore des frontières qui existent dans ce cas entre les télécommunications. Et ma collègue vient de parler tout de suite du cas du coût que cela implique quand c'est MTN Nigeria et MTN Guinée, par exemple. Donc, nous pensons que cela devrait être une priorité pour la Commission, pour que nous puissions aussi vraiment avoir une SIM, pas unique, mais qu'une SIM, qu'il n'y ait plus de frontières entre les opérateurs de téléphonie mobile que nous utilisons. Également, au niveau des postes, informações extremamente importantes sobre vários setores, mas eu gostaria de ater ao setor das pescas, que se relaciona com a primeira apresentação. Sr. Diretor, a África perde anualmente cerca de 100 milhões de toneladas de pescado. E isso representa 11,5 bilhões de dólares, segundo a ADF,
dados publicados em 2022. A África Ocidental é atualmente o epicentro do problema. 6 países da África Ocidental representam 20% da pesca ilegal no mundo. Ou seja, nós estamos perdendo os nossos recursos. 8 das 10 empresas envolvidas na pesca ilegal são as chinesas. Essa pesca ilegal, Sr. Presidente, envolve não só excesso de capturas, mas também captura de espécies sem respeitar o tamanho mínimo legal. Consequentemente, nós temos, para além de perdas económicas, nós temos perda da biodiversidade marinha, temos o problema, portanto, o risco da insustentabilidade das explorações, temos como consequência a pobreza, porque os nossos pescadores não conseguem aceder aos bancos de pesca porque não têm equipamentos de captura adequados. Isso está relacionado com a imigração ilegal de jovens. Aliás, o estudo que nos foi aqui apresentado nos diz que grande parte dos jovens que se aventuram na imigração ilegal pondo em risco a própria vida, vendo o setor das pescas, contribui também para a insegurança alimentar e nutricional. Julga que a CDAO deveria dar uma atenção especial a essa problemática. E, Sr. Presidente, eu sugiro que seja programada uma sessão extraordinária para nós debruçarmos sobre esse tema tão importante para a nossa comunidade. Foram criados centros multinacionais de coordenação marítima de diferentes zonas na nossa região. Portanto, eu espero que a CDAO seja refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Donc, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a 2 jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça? Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement... Président de la commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes,
des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Pourquoi?
Pourquoi? L'expérience, les vécus que nous avons, doit amener le Parlement de la CEDEAO à essayer d'ouvrir le débat. Vous savez, de l'indépendance à nos jours, nous avons eu des chefs d'État, nous avons eu des ministres, nous avons eu des parlements, mais nous avons eu toujours les yeux rivés vers l'Occident. On pense qu'il faut être comme l'Occident pour être riche. Il faut être comme l'Occident pour être heureux. Alors que, en réalité, les solutions endogènes, des réalités endogènes peuvent nous permettre de savoir que nous pouvons transformer nous-mêmes, made in Africa, buy African, et offrir ça dans le Conseil du monde. Voilà donc le débat, à mon humble avis, qu'il faut poser. Pour terminer, Madame la Présidente, tout ce qui s'est passé ici, c'est naturel, c'est humain, il faut s'en féliciter. Monsieur le vice-président du Nigeria, ce que j'ai pensé de vous, comme ce que j'ai toujours pensé de Idriss Wade, c'est ici présent. Sincèrement, billahi la ilaha illahu wa ta'ala, ça ne s'est pas démenti. Vous êtes de grands leaders. Continuez à jouer de votre rôle. Appuyez-vous sur des hommes comme Idriss Snow, qui est mon goro, mais que je taquine beaucoup. Vous avez un ancien ministre des Affaires étrangères ici. Vous avez un homme d'expérience à travers Khalifa Seydi, Madame la Présidente. Exploitez les ressources humaines de ce Parlement. Il n'y a pas d'illimité. Il peut y avoir des gens qui viennent faire du positionnement. Il y en a qui veulent être remarqués, c'est normal. Mais il y en a également qui cherchent à plaire, à partir d'ici, à des chefs d'État. Or nous, on n'est pas ici au nom des chefs d'État, on est ici au nom du peuple. Le débat et la démocratie, c'est important. Là où il y a le débat, là où il y a le dialogue, là où il y a la discussion, il n'y a pas de divergence. Et pensez à ce qui a amené des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Mali à sortir. Et Dieu sait qu'il y a peut-être d'autres pays qui sont à l'affût, qui guettent la première occasion pour partir. Le Tchad tape à la porte de l'AES, le Maroc tape à la porte de l'AES, la Mauritanie tape à la porte de l'AES. Réhabilitons le Parlement de la CEDEAO par le dialogue, par la discussion, mais dans le respect. Adjaratou m'appelle chérie. Adjaratou m'appelle chérie. Mais Adjaratou, une femme, ne quitte pas son siège en tant que présidente pour aller vers un homme, parce que vous allez vers votre fils, vous allez vers votre frère, vous allez vers votre mari. Moi, si vous arrivez, je vous fais une bise. Madame la Présidente, encore plus, je veux faire partie de ces sages. J'ai plus de 50 ans. Pendant 22 ans, je suis élu. J'ai été 12 ans maire. Je suis 7 ans président de département et je suis 12 ans député. Ici, mon rôle, c'est d'aider les sages à faire dans la sagesse. Encore plus, camarades, mes chers collègues, je vous aime. Je pense à vos amis, à vos parents. Vous avez fait des centaines, des milliers de kilomètres pour venir ici. Soyons une famille. Chers collègues. Merci, chers collègues. Honorable Mamadou Diamandé. Merci, Madame la Présidente. Nous allons... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage.
Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique, ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que comme ça, je vais changer. Qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. La séance est suspendue. Il ne peut pas ça. C'est pas. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas Cœur de l'Afrique de l'Ouest, sous le soleil brûlant du Sénégal, une voix s'élève au-dessus du vacarme des marchés animés et des rues bondées. Une voix qui résonne dans les ruelles et se répercute dans les savanes. C'est la voix de Guy Marius Sagna, le Brandon sénégalais devenu une lueur d'espoir et de défi contre les ombres persistantes du colonialisme. La voix de Guy Marius Sagna résonne dans les airs, résonnant sur les murs des bâtiments de l'époque coloniale. Ses paroles sont un appel à la justice, perçant le bruit de la vie quotidienne et résonnant profondément dans le cœur de ses compatriotes. Le parcours de Sagna, d'un milieu modeste à l'avant-garde du mouvement anticolonialiste, a été tout simplement extraordinaire. Guy Marius Sagna est né dans la ville côtière de Ziguinchor, au Sénégal, au début des années 1980. Son enfance a été marquée par la riche tapisserie culturelle du Sénégal, une nation avec une histoire de résistance et de résilience contre les puissances coloniales. Ayant grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et la justice sociale, Sagna a été exposé aux histoires de héros sénégalais qui se sont battus pour l'indépendance. Ses parents, tous deux éducateurs, lui ont inculqué un profond sens de la justice et l'importance de défendre ce qui est juste. On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. Or, la CEDEAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle et crie. Et nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. La soif de connaissance de Sagna l'a conduit à Dakar, où il a poursuivi des études supérieures en sociologie et en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop. Son parcours académique était bien plus qu'une simple quête de diplôme. C'était une quête pour comprendre les problèmes systémiques qui affligent sa nation et son continent.
Les études de Sagna lui ont fourni les outils analytiques nécessaires pour analyser les structures sociopolitiques et économiques qui perpétuent les inégalités et le néocolonialisme en Afrique. Ses professeurs ont noté son intelligence vive et sa passion pour la justice, le décrivant souvent comme un étudiant destiné à la grandeur. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qu'est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. À l'université, l'implication de Sagna dans des organisations étudiantes et des groupes de la société civile a approfondi son engagement militant. Il participe à de nombreux débats et manifestations, se forgeant rapidement une réputation de formidable orateur et d'infatigable défenseur de la justice sociale. Les graines de son mouvement anticolonialiste ont été semées au cours de ses années de formation, alors qu'il commençait à articuler une vision d'une Afrique libre et autonome. Après avoir terminé ses études, Sagna est retourné à Ziguinchor, où il a commencé à travailler avec les communautés locales pour résoudre les problèmes de pauvreté, d'éducation et de santé. Ses efforts de mobilisation populaire étaient motivés par la conviction que le véritable changement commence à partir de la base. La capacité de Sagna à communiquer avec des personnes de tous horizons a fait de lui une figure appréciée de sa communauté. Il a organisé des ateliers, des rassemblements et des réunions communautaires, profitant de chaque occasion pour éduquer les gens sur leurs droits et sur l'importance de remettre en question les structures néocoloniales. L'un des enjeux déterminants de l'activisme de Sagna a été son opposition véhémente au franc CFA, une monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest mais contrôlée par le Trésor français. Sagna soutient que le franc CFA est une relique du colonialisme qui étouffe la croissance économique et perpétue la dépendance à l'égard de la France. Ces protestations contre le franc CFA ont commencé à prendre de l'ampleur, attirant l'attention des médias nationaux et internationaux. En 2019, lors d'une manifestation contre la hausse des prix de l'électricité, une mesure que Sagna considérait comme emblématique de la mauvaise gestion économique et de l'exploitation par des intérêts étrangers, il a été arrêté pour la première fois. Sa détention était une tentative délibérée des autorités de faire taire une voix dissidente de plus en plus forte. Cette arrestation n'a servi qu'à galvaniser ses partisans et à attirer davantage l'attention sur sa cause. Le temps de détention de Sagna a été marqué par le défi. Il a refusé de se laisser intimider par l'intimidation, sortant plus résolu que jamais. Malgré de multiples arrestations et une surveillance constante, Sagna a poursuivi son militantisme sans relâche. En novembre 2019, il est de nouveau arrêté lors d'une grande manifestation contre le franc CFA. La vue de Sagna, emmenée par la police, a suscité l'indignation internationale. Les organisations de défense des droits humains condamnant les tentatives du gouvernement sénégalais d'étouffer la liberté d'expression. En 2020, alors que le monde était aux prises avec la pandémie de Covid-19, Sagna a porté son attention sur la réponse du gouvernement sénégalais à la crise. Il a critiqué les autorités pour leur gestion de la pandémie, soulignant l'impact disproportionné sur les communautés pauvres et marginalisées. Ces critiques virulentes ont conduit à une nouvelle arrestation, mais cette fois, la détention a déclenché de vastes protestations à travers le Sénégal. La demande du peuple pour la libération de Sagna est devenue un cri de ralliement en faveur de réformes plus larges. Les multiples arrestations de Sagna ont attiré l'attention des organisations internationales de défense des droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres groupes de défense ont commencé à attirer l'attention sur son sort, appelant à sa libération et condamnant la répression du gouvernement sénégalais. Ce soutien international a non seulement attiré l'attention du monde entier sur sa cause, mais elle a également fourni une couche de protection contre les pires excès de la répression étatique. En 2023, dans une tournure dramatique des événements,
la quête incessante de justice de Sagna a été récompensée lorsqu'il a été élu président du Parlement de la CEDEAO. Son élection a été considérée comme une victoire significative pour les militants de base et un témoignage de son engagement indéfectible envers sa cause. Au Parlement de la CEDEAO, Sagna a trouvé une plateforme plus large pour plaider en faveur de l'indépendance économique, de la justice sociale et de l'intégration régionale. Depuis son siège au Parlement de la CEDEAO, Sagna a défendu sans relâche l'abolition du franc CFA, l'expulsion des forces militaires étrangères d'Afrique de l'Ouest et l'établissement de pratiques commerciales équitables. Ses discours au Parlement sont tout simplement électrisants, laissant souvent ses collègues et ses électeurs impressionnés par sa passion et la clarté de sa vision. Les propositions de Sagna, bien que radicales pour certains, ont suscité d'importants débats sur l'avenir de la région. Le rôle de Sagna au sein de la CEDEAO lui a également permis de nouer des alliances avec des dirigeants partageant les mêmes idées et provenant d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ensemble, ils travaillent à forger un front uni contre le néocolonialisme et pour la souveraineté et le développement de leur pays. C'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendant. La capacité de Sagna à rassembler les gens et à inspirer une action collective a joué un rôle déterminant dans l'avancement de son programme législatif. Depuis sa position au Parlement de la CEDEAO, la voix de Sagna a dépassé bien les frontières du Sénégal. Il est devenu un symbole mondial de la résistance contre le néocolonialisme, invité à prendre la parole lors de forums et de conférences internationaux. Son message résonne auprès des gens du monde entier qui voient en lui le reflet de leur propre lutte pour la justice et l'autodétermination. De retour au Sénégal, l'influence de Sagna ne cesse de croître. Ses projets communautaires, désormais soutenus par un réseau d'alliés locaux et internationaux, font des différences tangibles dans la vie des gens. Des écoles, des centres de santé et des coopératives économiques voient le jour, alimentés par l'énergie du mouvement de Sagna. Malgré son influence croissante, le parcours de Sagna reste semé d'embûches. La menace constante d'arrestation et de harcèlement pèse sur lui et sa famille. Pourtant, la détermination de Sagna reste intacte. Sa femme et ses enfants, bien que souvent inquiets pour sa sécurité, sont ses piliers de force, partageant sa vision d'un avenir meilleur. Alors que le soleil se couche sur l'Atlantique, projetant de longues ombres sur les anciens baobabs, Guy Marius Sagna se pose en sentinelle de l'espoir. Son parcours, marqué par la lutte et le sacrifice, continue d'inspirer des millions de personnes. Dans sa quête incessante de justice et de souveraineté, l'histoire de Sagna est un phare, une saga cinématographique de la croisade d'un homme contre l'héritage persistant du colonialisme, ouvrant la voie à l'avenir de l'Afrique alors que Sagna, sans se laisser décourager et inflexible, se prépare aux batailles à venir. Sa voix, un appel à la liberté et à la justice, résonne à travers des événements au Parlement de la CEDEAO. Les tensions ont dégénéré en une altercation les pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qui a commencé comme un échange de paroles enflammées a rapidement dégénéré, aboutissant à une bagarre totale qui a laissé l'Assemblée dans le désarroi. Voici la vidéo et comment tout cela s'est déroulé. Qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Dans un effort pour maintenir l'ordre, les responsables ont brusquement coupé le micro de l'orateur sénégalais, provoquant l'indignation et encore plus de chaos parmi les membres. Comme ça, je vais changer.
Qui a dit oui? Ces remarques pointues et ces arguments incisifs ont touché une corde sensible, résonnant auprès de nombreux membres de l'Assemblée. Vous suivez? Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Au fur et à mesure de la dispute, la situation est devenue de plus en plus instable. Les projecteurs se sont tournés vers l'orateur sénégalais, qui semblait présenter un argument convaincant sur les causes profondes de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. À l'endroit des chefs de l'État, oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit.